l'affaire libyenne et les autres affaires, la non-présence au sein de l'Organisation des Nations Unies d'une direction des opérations humanitaires. Il y a une direction pour les affaires de maintien de la paix qui fonctionne très bien. Mais on va revenir sur les institutions. Il faut faire ça, à mon avis, et il faut bien étudier les choses. Mais c'est vrai, parfois, il y a manipulation dans les guerres. On ne peut pas nier le entre problème. Le discours et les intentions, est-ce qu'il y a un grand décalage, selon vous? Oui, il y a un décalage. Il y a toujours des raisons politiques, il y a des raisons économiques d'une guerre, mais il y a en même quelque chose qui... Mais la raison, le discours compassionnel qui est présenté au grand public, c'est quand même on va sauver des vies. C'est ça qui nous est présenté. Est-ce que c'est la réalité ou non, selon vous? Oui, à mon avis, les questions très dures des autres ratés ont donné à ces discours, car il y avait des ratés quand même. Dans le Rwanda et au Balkan, il y avait des ratés. Et pour cela, quand même, il y avait un défi, mais il y a aussi d'autres objectifs, bien sûr, qui s'ajoutent. Lesquels? Les objectifs politiques, Kadhafi infréquentable, Kadhafi qui n'a pas acheté les Rafales, il faut le dire. Il y a d'autres raisons, bien sûr, il y a d'autres raisons. Il ne faut pas nier les autres raisons, mais s'il n'y avait pas ces habillages pour attaquer à cause de ces problèmes humains... Habillage, vous avez employé le mot habillage. Mais oui, il y a habillage. Dans toute affaire, il y a habillage, car il faut légitimer l'action. C'est ça. Le point, c'est la légitimation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des raisons politiques claires, mais que ces raisons politiques ne vont pas entraîner la légitimité de la guerre vis-à-vis de son propre peuple. Donc il faut trouver une légitimité absolument pour justifier Il faut donner une légitimité. Les soldats ne peuvent pas mourir pour une raison qui n'apparaît pas légitime au peuple. Donc on voit bien que dans tout conflit, on a d'un côté des raisons politiques et d'autre part des raisons qui n'ont pour vocation que la légitimation de la guerre vis-à-vis de sa propre population et vis-à-vis de l'opinion internationale. Pourtant, elle est présentée comme humanitaire, cette guerre. Mais ça a toujours été comme ça. Il faut toujours habiller les raisons politiques. Vous aussi, vous employez habiller? Bien sûr, oui. Il y a deux types de raisons, toujours. Dernier mot par rapport à ce que vous dites. Est-ce qu'il faut attendre vraiment le crime pour intervenir? La France a vraiment essayé d'intervenir sur Srebrenica, mais il se trouve qu'il y avait des casques bleus néerlandais qui étaient au milieu de la population, qu'il y a certainement eu une sous-estimation de ce qui allait se passer, et que finalement on a 6 ou 7 000 civils qui ont été massacrés, alors que si d'autres pays avaient écouté la France à ce moment-là, on aurait pu faire quelque chose. Avec des tas de reproches derrière, on aurait dit oui, mais c'est Jacques Chirac qui vient d'être élu président de la République, il change de posture, etc. Et dernier mot, les enseignements, si je puis dire, de Srebrenica, c'est notamment la France qui les a tirés et qui a modifié un point important du type d'intervention humanitaire par la suite, c'est le fait de ne pas avoir seulement des casques bleus qui sont complètement coincés dans des contradictions, des résolutions et un armement qui ne leur permettent pas de faire face à ce qui s'est passé au début du Rwanda. Vous savez qu'au début du Rwanda, certains contingents casques bleus sont allés demander la protection des autres casques bleus, notamment les casques bleus du Bangladesh sont allés voir les Belges en disant « protégez-nous ». Donc on est dans des contradictions. Et la France a initié, à partir de 95-96, l'idée qu'il fallait, quand la situation était très dure, avoir une force de réaction militaire, musclée en appui des casques bleus. C'est ce qui s'est passé pour l'ONUCI l'année dernière en Côte d'Ivoire avec succès. C'est aussi le principe au sud Liban. Vous avez les Français qui sont en force de réaction rapide par rapport aux casques bleus. Et là, on arrive sur le terrain militaire compliqué. Je trouve avoir deux types d'actions. Les casques bleus qui sont là quand même pour aider au retour à la normale, qui ne sont pas là pour défourailler, mais n'empêche que ce ne sont pas non plus des chèvres au piquet qui se font flinguer, comme en Bosnie, première période avant 95, où la France a perdu une centaine de casques bleus qui se sont fait allumer, je dirais, comme des chèvres, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, parce qu'ils n'étaient pas appuyés militairement. Vincent Desportes. Sur ces affaires de succès possibles ou improbables des interventions, je crois qu'il faut lire l'histoire. Je crois que ces interventions peuvent réussir, mais les cas où elles réussissent sont relativement limités. Si on revient un peu en arrière, on peut voir qu'autour des années 2000, les affaires ont fonctionné au Timor occidental, elles ont fonctionné en Sierra Leone, elles ont fonctionné au Kosovo, mais dans des conditions très particulières. C'est-à-dire qu'on intervenait en Ituri, ça a aussi fonctionné, mais on intervient pour un résultat très précis contre un ennemi clairement identifié sur une zone d'espace extrêmement limitée. Pour une période limitée. Et dans ces conditions, ça peut fonctionner. Et puis on a les contre-exemples. Et les deux contre-exemples fameux, c'est d'abord la Somalie. La Somalie où le contingent américain n'est parvenu à aucun des objectifs humanitaires qui s'étaient fixés. Au contraire, sa présence a réenflammé un tout petit peu, enfin a participé aux crises locales.
Et ils ont dû réembarquer, on le sait bien. Ensuite, on a actuellement le cas de l'Afghanistan, où la vocation même du contingent était de protéger la population, puisque c'était le credo de Macristal et de Petraeus. Et on voit bien que malgré l'énormité du contingent déployé, malgré l'énormité des sommes déployées, nous ne sommes pas parvenus. Donc on voit bien qu'avant de partir dans ce genre d'intervention, il faut bien voir quels sont les critères qui permettent éventuellement d'envisager une réussite. Avant de revenir au cas spécifique de la France, Ronnie Broman, où en sont les humanitaires, ceux qui font le travail sur le terrain pour la population, comme l'organisation dont vous avez été président, Médecins sans frontières? Est-ce que finalement ils sont des éclaireurs? Est-ce qu'ils aident? Est-ce que ça leur facilite le travail? Comment réagissent-ils à cette question de guerre humanitaire? Non, enfin, je ne pense pas que ça leur facilite le travail. Je ne le pense pas, non, je sais que ça ne nous facilite pas le travail, mais je n'en ferai pas un argument. Les politiques, les militaires ne sont pas là pour nous faciliter le travail. C'est à nous de trouver assurer des voies. Des corridors humanitaires, on va parler du cas syrien, ce qui n'a pas pu se faire. Est-ce que ça n'aurait pas facilité le travail des humanitaires? Non, parce que les corridors humanitaires sont plus un thème de communication politique, que je comprends très bien. D'ailleurs, je dis ça de façon un peu ironique, mais je comprends pourquoi ce thème est présent. Mais c'est un thème de communication, ça n'est pas une réalité. Ça n'est pas la réalité du terrain. Non, mais ça n'est pas grave. Le fait que des rapports de force, des conflits armés aient lieu, ça n'a rien de nouveau. Les humanitaires ont appris dans l'histoire à tenter de trouver leur voie dans ces cheminements compliqués. Ils y arrivent parfois, ils échouent à d'autres moments, et puis bien souvent c'est quelque chose entre les deux, car entre la réussite et l'échec, il y a beaucoup de nuances. Donc nous avons besoin de nous poser de façon claire dans des situations de conflit, sans parler du jugement politique que chacun de nous peut avoir à l'esprit, mais en tant que collectif humanitaire, en tant qu'organisme humanitaire, nous devons considérer les différents intervenants comme des parties belligérantes, mises à équidistance. Il n'y a pas les bons, les mauvais, il n'y a pas des amis et des ennemis, il y a des parties à un conflit, et nous essayons de soigner les victimes à ce conflit. Si on respecte ces conditions-là, quel que soit le type de conflit, on doit arriver à trouver sa voie. Mais je veux profiter du fait que j'ai la parole simplement pour dire que autant il pouvait y avoir des désaccords sur plusieurs points, autant là je me retrouve entièrement dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la leçon qu'on peut tirer des interventions militaires, qu'elles soient à visée humanitaire ou non, après tout, le Kosovo était aussi considéré comme une guerre humanitaire après la Somalie, quelques années après la Somalie, quelques années avant la Libye, mais c'est une relative réussite dans la mesure non seulement où le territoire et la population sont très limités, mais dans la mesure également où il était possible de faire de cet endroit qui est devenu d'une certaine manière un pays indépendant alors que ça n'était pas prévu, rappelons-le, mais enfin, c'est devenu une ville de garnison dont le futur est d'être intégré à l'Europe et donc dont le présent est aussi d'être une sorte de protectorat plus ou moins bien assuré, mais un protectorat. Ça, ce sont des conditions politiques spécifiques qui tiennent au fait qu'il y a une proximité géographique et politique. On est sur l'ensemble européen. Dès lors qu'on sort de là, les missions doivent être extrêmement restrictives dans le temps, dans l'espace et dans leurs objectifs. Qatar Boudiab, pourquoi semble-t-il si difficile d'intervenir dans le cas syrien pour protéger les civils et la population? Exactement, c'est un cas, comme je dis, très éloquent. Enfin, car la Syrie est maintenant transformée en terrain de contradictions géopolitiques, pas simplement de l'environnement immédiat de la zone, mais du monde. On voit bien là-bas une guerre interne, bien sûr, avec une impasse énorme, un régime qui utilise les surplus de la force sans perspective politique, un mouvement populaire qui, malgré d'énormes sacrifices, ne parvient pas à traduire ces sacrifices en réalisation. Sur le plan inter-arabe, il y a quand même des pays arabes qui restent quand même complices avec le régime syrien. L'Irak, le gouvernement du Liban sous la direction de Hezbollah, l'Algérie quelque part, même l'Égypte prend une position très nuancée. Et sur le plan régional, il y a la Turquie contre le pouvoir, mais l'Iran soutient très fortement ce pouvoir. Donc des considérations géopolitiques et sur le plan laissent de côté l'humanitaire. Sur le plan international, on a vu quand même ces doubles veto russo-chinois que la Russie et la Chine s'estimaient être bernés par l'affaire libyenne,
réagissent dans l'affaire syrienne. Je pense quand même là, dans ces cas, Moscou et Pékin exagèrent, car en fait la faute n'est pas simplement à celui qui a trompé, mais à celui qui s'est trompé aussi. Et là, on continue l'histoire. Je pense que le peuple syrien est la victime de tout ça. Il ne faut pas le laisser seul, mais il faut inventer d'autres choses. Par exemple, aux Nations Unies, une résolution qui permet, par exemple, à des pays lointains de l'organisation de conférences islamiques, comme l'Indonésie, la Malaisie, d'intervenir avec un mandat limité pour assurer un accès humanitaire ou pour permettre un dialogue politique. Sinon, l'affaire serait une guerre civile, une guerre confessionnelle et, à mon avis, une guerre très menaçante pour les équilibres et pour la sécurité de la zone. Pierre Servan, est-ce que là, pour le cas syrien, l'humanitaire semble bien loin, en tout cas loin d'être la première priorité? Oui, alors le cas syrien, vous venez de résumer la situation, c'est dramatique. Moi, je ne vois aucune issue à court terme. On est dans une imbrication. Par manque de volonté ou parce que le système international ne le permet pas? Voilà, parce qu'on n'a pas ce qui a existé sur la Libye, c'est-à-dire cet alignement des différentes planètes qui jouent un rôle dans la capacité de décision. Donc là, très circonstanciel et peut-être un coup de chance, on va dire, de manière naïve peut-être. Peut-être, il y avait une configuration particulière. Il faut quand même se souvenir que l'Allemagne s'est alignée sur la Chine et la Russie. Ça a contribué, je dirais, à affaiblir encore la position de l'Europe, qui devrait être qui est importante par ailleurs. Donc la Syrie, il y a eu donc cette configuration particulière, et notamment sur le plan local, le fait qu'il y avait une relative unanimité de voix dans la demande d'une intervention militaire, pas sur le terrain, mais aérienne, alors qu'on n'a pas du tout ça en Syrie. C'est-à-dire qu'en Syrie, c'est un pulse complètement éclaté. Donc pour arriver à remettre en perspective tout ça, pour voir une solution, et je suis assez d'accord que les couloirs humanitaires, tous ces trucs-là, c'est un peu du pipeau, parce que ça nécessite l'autorisation de Damas, qui va contrôler cette affaire à sa main. Donc je ne vois pas d'autre solution. Ce qui fait que on aboutit à ce qu'on a ces derniers jours, c'est-à-dire l'annonce par les Américains et la Turquie d'envoi de matériel non militaire, mais dont on sait bien que ça préfigure l'envoi éventuellement d'autres types de matériel, et donc on va se retrouver avec une configuration de guerre civile, à mon avis, extrêmement désastreuse, sauf si Damas, sous la pression de différents pays, éventuellement de ses amis, commence à se dire qu'il faut mettre un peu d'eau dans le vin, mais on le voit pas pour l'instant. On voit les pressions sur l'épouse. Ouais. On voit bien que la communauté internationale essaye de trouver un bras de levier un peu par tous les côtés. On parle Libye, on parle Syrie. Moi, je voudrais rappeler d'abord que quand on intervient militairement, on intervient toujours pour parvenir à un changement politique et, si possible, pour un État politique nouveau qu'on souhaite. Un des problèmes de la Libye, c'est qu'on est intervenu, on n'a fait que la première partie de la guerre, c'est-à-dire qu'on a fait la partie de destruction. La guerre, comme le disait Elie Delhart, doit parvenir à un état de paix meilleur que le précédent. Or, on n'a fait que la moitié de la guerre, on a fait la partie de destruction, on n'a pas fait la partie de construction. Où en est-on maintenant en Libye? La question peut être posée. La Cyrénaïque qui fait, avec ses menées irrédentistes, on voit les ondes de choc qui vont jusqu'au Mali, etc. Où en est-on? Donc, on voit qu'on n'est pas véritablement parvenu, alors qu'on avait détecté une entité politique qui éventuellement aurait pu devenir une entité politique légale en Libye, on n'est pas parvenu à établir l'État qu'on souhaitait. En Syrie, c'est encore pire. En Syrie, c'est encore pire parce que, comme Pierre Servan le disait, le peuple syrien est tellement morcelé qu'on ne peut s'appuyer sur aucune faction pour faire émerger un État politique nouveau. Enfin, le peuple libyen était très morcelé aussi. Il était très morcelé, mais on avait trouvé le CNT qui avait une égalité moyenne, une légitimité moyenne, mais on avait quelqu'un sur qui on allait pouvoir s'appuyer. Ouais. En Syrie, on n'a pas. Et si on ne sait pas quel ordre politique nouveau on veut établir, ça n'est pas la peine d'aller envoyer ses avions et ses soldats sur le terrain. On va revenir sur le cas de la France et ses interventions à l'extérieur de l'Hexagone. Sont-elles utiles, sont-elles source de meilleure présence dans le monde? Regardez. Depuis bientôt 10 ans, présentes au combat en Afghanistan. Depuis 17 jours, en opération au-dessus de la Libye. Et depuis 24 heures, passées à l'offensive en Côte d'Ivoire. Les forces militaires françaises sont désormais sous haute pression. Voici les moyens engagés simultanément dans ces 3 conflits en termes d'effectifs. 1650 hommes en Côte d'Ivoire, plus de 2000 pour la Libye et 4000 en Afghanistan. Quid de la légalité de ces opérations? Toutes les 3 se déroulent sous l'égide d'une résolution des Nations Unies. Une priorité, la défense des populations civiles. Dernière en date, la résolution 1975, votée le 30 mars dernier.
autorise l'emploi de tous les moyens nécessaires pour empêcher l'utilisation d'armes lourdes contre la population civile en Côte d'Ivoire. Dimanche, l'ONU a demandé l'appui armé de la France pour soutenir l'ONUCI, les casques bleus en Côte d'Ivoire. La France a joué un rôle d'appoint utile, mais un rôle d'appoint dans le cadre de la volonté des Nations Unies de mettre fin et d'empêcher une tragédie inutile. Est-ce à dire que désormais, la France pratique la diplomatie de la guerre? Depuis son élection, le président de la République, chef des armées, répète que la France n'a pas vocation à être le gendarme de l'Afrique. Mais en 3 semaines, 2 nouveaux fronts y ont été ouverts. Cela fait 3 avec l'Afghanistan. C'est la première fois, je crois, sous la Ve République, que l'on est engagé dans 3 conflits, dans 3 guerres simultanément. Ce soir, impossible de dire sous quelle forme et sur quelle durée va se poursuivre l'engagement militaire de la France en Côte d'Ivoire. Vincent Desportes, diplomatie de la guerre, est-ce que c'est un moyen d'assurer une influence à l'extérieur de l'Hexagone? Non, moi, je crois que dans sa boîte à outils, le politique a un certain nombre de moyens, dont l'utilisation de la guerre. Mais pratiquer une diplomatie de la guerre serait ridicule. Mais par contre, conserver un outil militaire capable de participer par son existence même ou son utilisation à la diplomatie me paraît parfaitement légitime. Mais une diplomatie qui ne serait basée que sur la guerre serait une diplomatie du XVIIIe siècle. Ça ne fonctionnerait pas. Nous n'en sommes pas là, bien sûr. Même si dans le discours politique, il est fait référence de plus en plus souvent à une intervention militaire possible, dans des cas, surtout d'ailleurs pour protéger les populations. Et le lien entre guerre et humanitaire est plus souvent fait dans ce discours politique. Il faut se poser la question de savoir si c'est la diplomatie qui évolue ou le monde qui évolue. Ouais. Moi, je crois que les crises émergent. Et quand les crises émergent, les gouvernements responsables ont la tentation, légitime ou pas, d'aller intervenir. Je crois que le monde bouillonne de plus en plus. On n'a plus de grandes guerres, on le sait, mais on a des tas de guerres dans lesquelles, et que l'on connaît, la communication fait qu'on connaît ces crises, et dans lesquelles les États ont la tentation d'intervenir. Ce n'est pas la diplomatie qui évolue, je crois que c'est davantage le monde. Stratégie d'influence, Ronnie Broman? Ah oui, à l'évidence. Enfin, la grandeur, le prestige de la France était engagé. Revenir ou se montrer sur le devant de la scène internationale, c'est une ambition que les grands et les moyens États professent régulièrement. Et ces dernières années, on a vu que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Mais ça n'est pas en soi condamnable. Et d'ailleurs, je trouve que le reportage que nous venons de voir concernant la Côte d'Ivoire illustre bien ce que nous disions, ce que surtout disaient messieurs Desportes et Servan, des interventions limitées. Il y avait là un président considéré comme régulièrement élu, une intervention donc potentiellement limitée, réduite à la mise en place de ce gouvernement qui recueillait l'assentiment des Nations Unies, à un consensus tout de même très large. Enfin, consensus, c'est peut-être excessif, mais disons un accord très large. Donc les conditions d'un succès militaire étaient assurées. La suite politique, ce sont les Ivoiriens qui vont l'écrire, et elle n'est pas encore assurée. Mais enfin, bon, il y a des conditions qui ont été fournies. Cela dit, n'oublions pas, et là je reprends ce que disait le général Desportes à l'instant, les foyers de violence, cette violence diffuse, elle se trouve, les foyers se trouvent dans des endroits où on ne songe pas à intervenir. Regardez par exemple les premières causes de mortalité par violence aujourd'hui, c'est en Amérique centrale qu'on les trouve, liées au narcotrafic, à la constitution de groupes armés qui sont de véritables petites armées, et qui disposent de blindés, d'unités spéciales, de commandos, et qui font régner leur terreur et qui établissent leur pouvoir dans de grandes parties du nord du Mexique, dans certaines régions du Guatemala. Ce qui affecte les populations et qui pourrait donner lieu à des interventions. La mortalité est absolument effroyable. Et d'ailleurs, sur le plan médical, permettez de préciser, c'est frappant. Il n'y a pas de blessés dans cette mortalité-là, dans cette violence-là. Il n'y a que des morts. On tire pour tuer et on réussit à coup sûr. La violence, la contre-violence dans une telle situation, elle a bien peu de choses à nous dire, elle a bien peu de choses à apporter, mais reste que le problème est là et qu'il va bien falloir s'en occuper. C'est-à-dire la question du narcotrafic, du prohibitionnisme, des